COP29, la première ministre Judith Suminwa insiste pour une rétribution équitable en faveur de la République démocratique du Congo, deuxième poumon climatique du monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal du mercredi 13 novembre consacré à la journée mondiale des pauvres par l'Église catholique. La santé et l'éducation, deux secteurs clés à capitaliser dans la répartition du budget 2025. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a encouragé les membres de la commission socio-culturelle à travailler pour l'amélioration du social des Congolais. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a rendu une visite surprise à la commission socio-culturelle qui tenait sa troisième réunion le 11 novembre 2024 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. C'est pendant qu'il faisait la ronde des quelques locaux récemment réhabilités par le bureau de l'Assemblée nationale que le speaker de la Chambre basse du Parlement a débarqué dans la salle de banquet à la surprise et joie de tous les membres de cette commission. Sur place, le président Vital Kamerhe a prodigué quelques conseils en les appelant à travailler dans l'harmonie. Il a par la suite donné quelques orientations sur le travail que le bureau de l'Assemblée nationale attend de cette commission, l'une des plus importantes. Il faut entretenir l'homme. Nous devons mettre le moyen pour relever les secteurs de la santé et de l'éducation. J'ai instruit les membres de l'ECOFIN pour que ces deux secteurs puissent bénéficier de beaucoup de moyens dans le budget 2025, a déclaré le président de l'Assemblée nationale. Peu après cette visite surprise, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé dans son bureau avec les membres du bureau de la commission socio-culturelle conduit par l'honorable Dorothée Madia, venu lui faire part de l'organisation interne de cette commission permanente qui comptera en premier lieu 4 sous-commissions, à savoir santé, éducation, travail et la sous-commission culturelle. Ce qui concerne la commission socio-culturelle, nous avons 3 sous-commissions pour l'instant. Mais au regard de l'importance de cette commission qui s'occupe de tout ce qui est social du Congolais, donc il a été question qu'on puisse élargir, donc on en aura 4. La sous-commission relative à la recherche scientifique, le membre de la commission ont fait le choix de sous-commissions dans lesquelles ils veulent travailler. Mais pour l'installation de bureaux de sous-commission, nous avons reçu l'orientation du président. Il nous a été clairement demandé de ne pas limiter les ambitions. Donc les choses se feront de manière consensuelle en tenant compte des critères évidemment d'équilibre, et les genres bien entendu, et puis d'autres critères de la compétence. Le professeur Vital Kamerhe a donné sa vision par rapport à cette commission et a rassuré aux membres de son bureau de tout son appui. Le deuxième vice-président du Sénat a assisté le lundi dernier à la célébration de la fête nationale angolaise organisée ici à Kinshasa. C'est sous une ambiance de convivialité que s'est déroulée la célébration du 49e anniversaire de la souveraineté nationale de la République d'Angola le lundi 11 novembre 2024. Plusieurs personnalités, dont le premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, ont pris part à ces festivités à la résidence de l'ambassadeur angolais en poste à Kinshasa, Miguel da Costa. À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola a salué la solidarité congolaise, fruit d'une amitié de deux peuples unis par les liens historiques et culturels. Il a également rendu hommage aux Angolais qui ont versé de leur sang pour accéder à cette indépendance. À cette occasion, de rappeler ici, avec force et conviction, que votre pays, la République démocratique du Congo, a joué un rôle inestimable dans le processus de l'indépendance africaine en général et celle de l'Angola en particulier. J'aimerais également souligner le caractère fraternel et l'amitié indéfectible de nos deux peuples, liés par les liens historiques et culturels, qui tout au long de cette période sont restés solidaires et soudés. La République d'Angola a obtenu son indépendance en 1975 en tant que république communiste à part unique sous l'égide du mouvement populaire de la libération de l'Angola MPLA, actuel parti présidentiel. La participation à ces festivités du premier vice-président du Sénat congolais, José Kalalawa Kalala, symbolise la volonté de deux pays à renforcer leurs liens historiques et de collaboration dans différents domaines d'intérêt commun.
Bakou à Azerbaïdjan abrite les travaux de la conférence annuelle des Nations Unies sur le changement climatique COP29, occasion pour la première ministre Judith Suminwa d'insister sur le combat que mène la République démocratique du Congo pour sa rétribution équitable au regard de sa position de deuxième poumon climatique du monde. Le premier jour des travaux de la conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques COP29 a su capturer toute l'intensité d'un enjeu vital pour l'avenir de la planète. À son arrivée, la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à ses assises, a été accueillie par Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, au stade olympique de Bakou, un lieu emblématique où se joue l'avenir climatique du monde. La chef du gouvernement a pris la parole, s'engageant avec passion dans les échanges avec les délégations congolaises présentes à Bakou. Dans le stand dédié à la RDC, elle a exhorté ses compatriotes à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, à défendre avec ferveur la cause d'une compensation financière équitable pour les crédits carbone, affirmant que notre richesse naturelle doit être reconnue et valorisée. Nous sommes dans cette position avec nos minerais stratégiques, mais pour ça, nous devons faire notre part, continuer à travailler par rapport à la transformation. Mais ce qui est important dans ce type de rencontre ici, notamment la COP29, c'est de voir comment nous allons défendre, au même titre que d'autres pays qui sont dans notre position, ce potentiel que nous offrons au monde et comment nous allons récupérer financièrement ce qui va nous permettre d'accélérer notre développement. Aujourd'hui, le plus important maintenant, c'est de faire entendre notre voix et de s'assurer qu'on puisse être rétribué. Ce n'est pas une récompense, c'est une digne rétribution par rapport à ce que nous apportons pour le monde. Et je pense que c'est un message que nous devons tous porter en tant que Congolais. Accompagnée de deux membres de son gouvernement, Eve Bazaïba et Bestine Kazadi, respectivement ministre d'État à l'environnement et ministre délégué près la ministre d'État aux Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et de la francophonie, la première ministre porte avec elle l'espoir d'un changement significatif et durable. Ensemble, elle s'attaque à la crise climatique avec détermination, prête à défendre les intérêts de la nation et de la planète. La COP29 attire un vaste rassemblement des diplomates, de fonctionnaires de l'ONU, des journalistes, de climatologues, de dirigeants syndicaux et d'experts politiques. Près de 67 000 participants se sont mobilisés pour cet événement mondial, illustrant l'ampleur de la responsabilité collective face aux enjeux climatiques. Ouverture hier d'un atelier d'évaluation du processus électoral à mi-parcours 2021-2024. Une occasion pour les membres de la CENI de s'impliquer pour élaborer des recommandations conséquentes en vue d'améliorer le cadre légal, opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. C'est pendant 2 jours que les travaux de l'atelier d'évaluation à mi-parcours du processus électoral 2021-2024 vont se dérouler à l'hôtel Platinum à Kinshasa. Ouvert ce mardi 12 novembre 2024 par le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, cette rencontre est une occasion offerte aux membres de l'Assemblée plénière, cadres et agents de la CENI, de s'impliquer pour élaborer des recommandations conséquentes en vue d'améliorer le cadre légal opérationnel et la gouvernance électorale dans son ensemble. Nos travaux s'articulent autour de 2 axes majeurs, le cadre légal comprenant la loi électorale et la loi organique, ainsi que le cadre opérationnel qui couvre différentes activités ayant permis l'organisation des élections combinées du 20 décembre 2023. S'agissant du cadre légal, je vous invite à mener une analyse approfondie des forces et des faiblesses de la loi électorale en portant une attention particulière sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, la gestion des candidatures, l'organisation des scrutins et la gestion des contentieux. Par ailleurs, je vous invite aussi à examiner attentivement les procédures mises en place pour l'application de cette loi, notamment les mesures d'application et les différents guides des procédures.
À la suite du président Denis Kadima Kazadi, le directeur de cabinet adjoint en charge des questions juridiques d'Af Banza a procédé à la présentation de la méthodologie devant guider les travaux, faisant la répartition des tâches dans les 6 sous-commissions thématiques qui seront constituées, ce avant que le directeur juridique Eddie Kisile ne fasse la lecture des attributions de différentes composantes de ces sous-commissions pour la répartition des tâches dévolues à chacune d'elles. À la fonction publique, au-delà de la réforme, l'administration publique fait peau neuve. Le vice-premier ministre en charge de ces secteurs, Jean-Pierre Liaou, a inauguré l'aile droite du bâtiment de la fonction publique complètement réhabilité. De la peinture à la menuiserie intérieure et extérieure, aux travaux de l'électricité et climatisation, en passant par le revêtement de sol et murs, ainsi que les travaux de plomberie, ces différents ouvrages prévus dans le cahier de charges ont été réalisés pour la réhabilitation de l'aile droite du premier étage du bâtiment administratif de la fonction publique, abritant le secrétariat général des retraités et rentiers. Jadis dans un état de délabrement très avancé, l'aile droite du bâtiment administratif de la fonction publique a revêtu une nouvelle robe. Et ce mardi 12 novembre 2024, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à l'inauguration de cet édifice réhabilité intégralement en présence des bénéficiaires, les agents et cadres des différents services, tout heureux de constater la rénovation de leur cadre de travail. En marge de l'inauguration de l'aile abritant le secrétariat général de retraités et rentiers, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a lancé un message d'espérance en martelant sur la ferme volonté du gouvernement d'améliorer l'environnement de travail et l'élan amorcé dans la capitale devra se poursuivre dans toutes les provinces de la République. Les fonctionnaires vont donc travailler dans des conditions dignes et j'en suis fier. Et cette détermination qui nous porte va nous permettre de faire pareil partout, ici comme ailleurs. Et je voudrais lancer un message d'espérance à tous les agents et fonctionnaires de l'État et leur dire que chaque chose a son temps. Après, ici, nous allons poursuivre les efforts pour que celles et ceux qui sont à Canada, à Moujimaï, à Lomami, à Kisangani, à Mbagaka, à Lissala, leur dire qu'à partir de maintenant, ils ont toutes les raisons d'espérer que demain sera meilleur. Depuis sa construction au temps colonial, c'est pour la première fois que cet édifice connaît une réhabilitation intégrale sous le leadership du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous allons faire des beaux cadres. Reste maintenant à notre tour pour que nos cerveaux aussi puissent montrer vraiment qu'on avait besoin de ces cadres. Avant, si quelqu'un passait par ce couloir, il ne pouvait pas le trouver comme il est présenté aujourd'hui. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou se vertue à parfaire la mission lui assignée pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. L'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale a participé aux assises de maintien de la paix tenues à Accra, au Ghana. Il s'est ouvert aujourd'hui à Accra, au Ghana, la formation du renforcement des capacités sur la gestion efficace des armes et munitions. Pendant 5 jours, les participants à ces assises du Centre international de formation du maintien de la paix, Kofi Annan, seront initiés sur les contrôles, la redevabilité et sur la gestion des armes et munitions afin d'empêcher, réduire et éradiquer la circulation et les cycles infernaux des armes et munitions dans les groupes armés et communautaires. Sachez que l'équipe dirigeante ad intérim du PRDRCS de la coordination nationale, M. William Kapuku Boaboa, et son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayo Mobaye, et la coordinatrice provinciale du Sud Kivu, Grace Ngabo, prennent part à ces assises pour le compte de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a rencontré les victimes de la démolition au profit de la RVA à Mbujimaï. Aziza Mounana a mis en place une commission mixte pour l'identification et évaluation de la situation. Veuve sans emploi, actuellement j'ai 67 ans, au 3e âge, que puis-je faire encore? Toutes les démarches ont été menées. Moi ici,
Je n'ai reçu aucun rond. Je me retrouve devant cette méchante démolition. Je ne sais pas à quelle fin me vouer. L'émotion que cette intervention a suscité dans la salle a emporté même la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Ces victimes expliquent toute la démarche suivie et la surprise des démolitions. 32 hectares rasés pour la bonne cause, soit la construction des infrastructures aéroportuaires à Bipemba, entre les avenues Dodoma et Zaïre. Des écoles descendues avant que les élèves ne soient référés à d'autres écoles. La situation a connu très peu d'attention des autorités politico-administratives locales. En plus de la démolition, les victimes se disent terrorisées par l'État qui doit être leur protecteur. Au regard de la situation, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a décidé la mise en place d'une commission comprenant les membres de sa délégation, les anciennes commissions et les victimes pour une assistance sociale et humanitaire. Cette commission a pour tâche d'identifier toutes les victimes, d'évaluer les besoins pour un efficace accompagnement. Après les échanges, Nathalie Aziza Mounana a effectué une descente sur les lieux du sinistre pour voir les vestiges de ce qui était des habitations avant démolition. Autre chose, l'école primaire Yolo 1 et 2 vient d'être dotée des ordinateurs destinés à la formation des élèves du domaine de l'informatique. C'est la concrétisation de la promesse du chef de l'État lors de son passage à cet établissement scolaire quelques jours après la rentrée scolaire. Des ordinateurs pimpant neufs, 49 au total, logés soigneusement dans une salle réhabilitée et aménagée pour la circonstance. Ceci est une concrétisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage dans cet établissement scolaire le 16 septembre dernier. Les responsables de l'école primaire 1 et 2 Yolo Nord apprécient ce geste du président de la République, vu ici comme un élan de modernisation visant à réduire la fracture numérique dans les établissements scolaires publics. Nous remercions sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Même vous avez vu, vous avez palpé. Nous avons eu 49 machines. Et quelles sortes de machines? Même si je ne suis pas encore parti en Europe, mais je vois que je suis en Europe. Nous sommes dans la joie. On a reçu les chefs de l'État ici lundi 16 septembre 2024. Juste l'entretien qu'on a eu avec lui au bureau là-bas, je vois que parmi les choses qu'il nous a promis, les choses se manifestent maintenant. Vraiment, nous confirmons que c'est un bon père de la nation et surtout qui est garant de la gratuité. Dans un monde de plus en plus connecté, la manipulation de l'outil informatique est essentielle pour les jeunes écoliers. Si les parents d'élèves disent toute leur gratitude aux garants de la nation, les enseignants, eux, plaident pour une remise à niveau qui leur permettra d'enrichir les méthodes d'enseignement afin de faciliter l'apprentissage. En tout cas, nous sommes extrêmement fiers du chef de l'État, ce qu'il nous a fait. Du jamais vu pour des écoles publiques de voir de telles machines de haute qualité à fournir à nos enfants. En tout cas, nous sommes vraiment parmi des écoles en compétition avec des autres écoles. Vraiment, auparavant, on souffrait pour donner même la leçon de l'informatique parce qu'on manquait même des matériels didactiques. Donc si on pensait aussi à nous former encore d'une autre manière, vraiment ça nous fera du bien aussi. La dotation des ordinateurs à l'EP1 et 2 Yolo Nord, premier établissement officiel en République démocratique du Congo, construit en 1945, marque un tournant louable dans l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo envers l'éducation. En offrant aux élèves des ressources modernes, le chef de l'État prouve à quel point l'avenir de l'éducation est prioritaire. 5000 femmes vont figurer sur le fichier de paye d'ici 2025. C'est le projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles qui s'en charge. Le sujet était au cœur d'une rencontre avec le directeur chef de service de la Direction nationale de la préparation de la paye.
Après avoir réuni à Kinshasa les directeurs provinciaux de la DINACOP pour un atelier d'échange sur les actions de ces services, Boniface Mbaka, directeur chef des services de la Direction nationale de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants, a échangé ce mardi 12 novembre avec les coordonnateurs nationaux des écoles conventionnées partenaires du sous-secteur de l'éducation. Les discussions ont tourné autour du projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles ainsi que sur les listings des payes. Par rapport à la chef de travail qui est la MINETA, son Excellence Madame Raïssa Malou Dinanga avait accordé à tous les services centraux. Elle nous a demandé de travailler en collectif avec tous les partenaires qui contribuent à l'éducation nationale, dont ses coordinateurs. Et en obéissance à cette instruction, je me suis empressé d'échanger avec eux en dehors de problèmes administratifs, des effectifs de leur bureau gestionnaire, l'occasion faisant le larron, de donner un communiqué important, celui des salaires qui sont dans le listing, des vrais listings avec salaire de tous leurs agents, avoir un œil regardant sur les recrutements des enseignantes que les partenariats avec la Banque mondiale a exigé. L'intégration du personnel enseignant des 5000 femmes sur les fichiers des pays de la DINACOP d'ici 2025. Tel est l'objectif poursuivi par ce projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles, l'un des projets phares du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui centre ses actions sur la gente féminine avec l'appui financier de la Banque mondiale. Dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, les doyens venus des différentes facultés des universités catholiques sont en séminaire à Kinshasa sur la qualité de l'éducation. La cérémonie d'ouverture des travaux de ce séminaire a été présidée par Monseigneur Bafouidi-Sioni, président du conseil d'administration de l'université catholique au Congo. La prédication de Monseigneur Donatien Bafouidi-Sioni, président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, a tourné autour du sens du devoir, l'amour du travail à la lumière de l'Évangile. Ces assises vont permettre aux doyens de 20 pays d'Afrique d'acquérir de nouvelles approches en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement au sein des universités et facultés ecclésiastiques. Cet apprentissage vous permettra de vous interroger sur votre contribution et votre participation réelle à la formation des jeunes que la société et l'Église vous confient. Les doyens sont appelés à faire de leurs universités des laboratoires, des hauts lieux du savoir qui forment des jeunes non seulement intelligents et compétents avec des grands diplômés, mais aussi et surtout des humains épris des valeurs spirituelles, car la mission d'éduquer la jeunesse est noble. Les universités catholiques ne donnent pas simplement des diplômes. Les jeunes gens sont formés pour acquérir des compétences pour servir la société. Nous pensons que ce séminaire, avec la conjugaison de toutes nos expériences, comme on a parlé de la koinonia, la force de la communion, de la solidarité, pourra être vraiment bénéfique pour notre université. Ces assises sont organisées par l'Agence du Saint-Siège pour l'évaluation et la promotion de la qualité des universités et facultés ecclésiastiques AVEPRO. Ce mercredi 13 novembre, c'est la journée mondiale des pauvres, journée initiée par l'Église catholique. Dans son message, le pape François invite chacun à prendre à prier pour les pauvres et à prier avec eux avec humilité et confiance. La journée mondiale des pauvres est une occasion de prendre conscience de la présence des pauvres dans nos villes et nos communautés et à comprendre et de comprendre leurs besoins. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.